Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Comme à chaque semaine à l'émission, on vous présente l'actualité lavalloise sous toutes ses formes, culturelles, communautaires, sociales, politiques, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. Il est à l'actualité lavalloise, ce qui est le beurre sur nos toasts. Il est indissociable de l'écho de Laval. Ghislain Plourde, bonjour. Bonjour, Éric. Il y en a qui vont perdre aux élections, mais qui vont gagner en prime de départ. Oui, bien, il faut expliquer que les primes de départ, les allocations de transition, quelle est la différence au sens, en fait, selon la loi sur les cités et villes, les primes de départ versées aux élus qui ne se représentent pas, eh bien, cette prime-là, elle est obligatoire. C'est l'allocation de transition qui est facultative. Les conseils municipaux sont donc libres d'adopter des résolutions pour en verser. Et c'est peut-être ce qui a fait jaser dans les derniers mois à Laval. On calcule, là, au cours de la dernière année, selon l'une des conseillères et candidates à la mairie, Claire Lebel, c'est 1,5 million qui a été versé en prime de départ et allocation de transition. On ne peut pas nécessairement séparer la facture, vous dire quel est le montant rattaché aux primes et aux allocations, mais on a fait une approximation à 1,5 million. Déjà qu'en juillet dernier, l'Écho de Laval rapportait que les départs précipités des ex-maires Gilles Vaillancourt, Alexandre Duplessis et la conseillère municipale Sylvie Clermont avaient coûté aux contribuables lavallois 355 000 $. C'est donc dire à peu près 1 145 000 aux 17 autres qui ont annoncé qu'ils termineront leur fonction le 3 novembre prochain. Et peut-être qu'un jour, on enlèvera ces allocations de transition. On sent ça. On songe. Ouais. Il y a des équipes dans les élections qui ont promis justement de retirer ces fameuses allocations de transition. L'hôpital de la Cité de la Santé arrive avec un terrain, un cimetière bien particulier. Oui, ça servira à l'inhumation des bébés décédés. La Cité de la Santé est le deuxième établissement au Québec à se doter d'un tel service après l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et je dirais que c'était tout à fait naturel parce qu'au cours des dernières années, c'est à la Cité de la Santé où on a procédé au plus grand nombre d'accouchements au Québec. Donc, et ça devait... Oui, malheureusement. Mais c'est un service donc qui vient d'entrer en opération à Laval avec la collaboration du complexe funéraire Magnus Poirier. Donc, on enlève ce fardeau là, sur les familles endeuillées. C'est un service qu'on offrira tout à fait gratuitement. On vient à peine de finir l'Halloween que déjà on parle de Noël. La 29e campagne du panier de Noël, ça s'en vient, là. Oui, le Centre de bénévolat Moisson Laval va lancer donc sa 29e campagne des paniers. Cette année, on s'attend à en livrer 1800 à 2000, mais la demande est bien au-delà de ce chiffre. On parle du double au niveau des requêtes chaque année. Et on note là, depuis les dernières années que la concentration de demande se fait surtout dans le quartier Chaumédé, étrangement. Et évidemment, quand on parle de denrées, on parle de Noël, mais c'est aussi à l'année. Petite statistique intéressante, le Centre de bénévolat et Moisson Laval, au cours de l'année 2012, a livré en tout 1 million de kilos en denrées aux familles dans le besoin, ici même à Laval. Bien, merci, ça fait le tour. Oui, c'est complet pour cette semaine. Et pour le reste, bien, on a toujours l'Écho de Laval. Merci, Ghislain. Plaisir. À 450 Sport, cette semaine, la belle Sarah Bibeau nous parle des sports adaptés de Laval. Bonjour. Oui, salut, Amélie. En forme? Très en forme. Écoute, il faut que tu arrêtes de me faire des compliments parce que là, à chaque année, mais t'es toujours mon ego va grossir. Je passerai plus dans le cadrage de porte. Mais je suis pas inquiète pour toi, t'es très humble et magnifique. Bon, mais c'est gentil. Continuons avec les sports. C'est pas la chronique mode, à moins qu'on fasse ça éventuellement. Donc, tu commences avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Laval.
National. Oui, tout d'abord, j'avais juste quelques petites statistiques sur justement les personnes qui ont un handicap ou qui ont certaines limitations, que ce soit physique ou mentale. Alors, selon Statistique Canada, c'est environ 12 de la population canadienne qui vit avec certaines limitations. Et j'ai fait mes petits calculs. Ça représente environ 1/8 de la population québécoise, et ce qui n'est pas rien. Alors, je me suis dit, pourquoi pas préparer une chronique sur des sports adaptés pour permettre aux gens qui ont une certaine limitation physique ou mentale de s'intégrer au sein de la société et d'avoir un peu de fun. Bonne initiative. Alors, donc les parasports, les sports adaptés sont référés aux parasports, comme les Jeux paralympiques. Un parasport, c'est un sport qui est parallèle au sport qu'on fait habituellement, comme par exemple le soccer, il y aura un parasport pour les joueurs avec certaines limitations. Il existe de nombreuses façons de participer à un parasport dans notre communauté. On peut y participer que ce soit directement, donc en étant joueur, en participant au sport. On peut être entraîneur, on peut être bénévole, ou on peut agir aussi comme soutien dans la communauté en faisant découvrir le parasport à des membres de notre entourage. Et si on n'est pas atteint de certaines limitations physiques ou mentales, on peut tout de même s'impliquer de la même façon, que ce soit entraîneur, bénévole ou agir en tant que guide. Parce que certaines personnes qui sont aveugles aussi, donc on peut agir en tant que guide pour ces personnes-là. Mais on ne peut pas jouer. Ça dépend. Il y a des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'handicap particulier, mais qui jouent tout de même, par exemple, au basketball. D'accord. Alors, on commence avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Laval. On prend une respiration. Oui, c'est ça. C'est pas facile à dire. Non, alors, l'ARLPH. Donc, c'est une association qui offre des services d'information, de consultation et offre aussi des formations en accompagnement en loisirs, en adaptation de programmes d'activité et offre aussi des formations accessibles aux loisirs. Donc, ça, c'est le côté un petit peu plus technique si les gens sont intéressés à développer justement des sports adaptés. Donc, pour plus de détails, vous pouvez vous diriger au www.arlphl.qc.ca ou téléphoner au 450-668-2354. Ça va être écrit dans le bas de l'écran. Oui, dans le bas de l'écran. Ça va être plus simple. Ensuite, on poursuit avec les ateliers adaptés stimuleurs. Même si c'est pas un sport, moi, je le rentre dans le volet sport et loisirs parce que c'est tout de même une activité avec de l'intégration et puis de l'animation. Donc, les ateliers stimuleurs sont des ateliers adaptés offerts par une éducatrice spécialisée et il y a également une équipe d'intervenantes. Pour plus de détails, vous pouvez aller au www.stimulant.org. Ensuite, Gym-O. G-Y-M-N, trait d'union E-A-U, donc Gymno. Gymno. Okay. Gymno, c'est ça. Alors, le Gymno, donc, il s'agit d'activités et des loisirs adaptés en gymnase et en piscine pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Ils offrent un camp de jour pendant l'été pour les personnes âgées de 5 à 21 ans. Ils offrent aussi des camps de séjour. Donc, ça, la différence entre camp de jour et camp de séjour, c'est que le camp de séjour, eh bien, c'est comme un camp de vacances. On peut dormir quelques jours à un endroit. Okay. Ils offrent également des activités parents-enfants, donc c'est une bonne façon de développer un lien entre un parent et des fois un enfant qui a des difficultés d'apprentissage ou des difficultés d'intégration. Ensuite, des professionnels tels que des ergothérapeutes, orthophonistes, psychoéducatrices sont présentes sur place. Donc, si ça vous intéresse, plus de détails au www.gymno.org. Le téléphone, Gymno, oui, c'est ça, gymno.org. Okay. Le téléphone 450-625-2674. Et le club de gymnastique Laval Excellence. Oui, alors pour les gymnastes, donc le club de gymnastique offre des programmes pour les enfants d'âge scolaire qui sont atteints d'un TED, donc c'est un trouble envahissant du développement, une déficience intellectuelle ou d'un trouble d'apprentissage. Les enfants, ils sont accompagnés de leurs parents et puis ils se prêtent au jeu à travers de nombreux parcours gymniques en gymnase et ce sont des activités très variées et stimulantes. Pour ceux et celles que ça intéresse, donc vous n'avez qu'à visiter le www.lavalexcellence.ca. Parfait. Maison de ballet-théâtre Reflet, oui, c'est ça. Alors, Maison Ballet-Théâtre, ils offrent des cours de théâtre et également des cours de ballet. Donc, ces ateliers sont suivis d'interventions psychosociales et ciblent une clientèle qui a un handicap particulier, intellectuel ou physique, ou des gens qui ont justement une petite difficulté. Ça doit être bon aussi pour les jeunes de sortir un peu de leur coquille. Ben oui, là, exactement. Ça, on se fait des amis, on développe nos côtés sociaux. Tout à fait. Alors, pour plus de détails, c'est le www.maisonreflet.com
ou le 450-663-1668. Rebelle et Vagabond. Rebelle et Vagabond, ça j'aime ce nom, Rebelle et Vagabond, ça se dit bien. Donc c'est une troupe de danse, Rebelle et Vagabond. Ils offrent des programmes inclusifs de danse urbaine pour les jeunes avec des besoins particuliers. Et les plus d'informations, donc rebelleetvagabond.ca. Rebelle avec un S, Vagabond avec un S. Et le prochain nom, j'aime ça aussi, les Gladiateurs de Laval. Les Gladiateurs de Laval, ça fait sportif, Oui, là. On est des gladiateurs, on est des combattants. Alors, les Gladiateurs, donc, c'est une équipe de basketball. Donc, une équipe de basketball parasport, ce qui veut dire que c'est un sport adapté pour les personnes qui ont un certain handicap. Donc, ils offrent les catégories 2A et AAA. C'est situé à Chomédé. Et pour plus d'informations, vous n'avez qu'à communiquer avec M. Marc-Antoine Ducharme, le responsable. Et c'est son adresse courriel, donc MA Ducharme 4, le chiffre 4, à commercial@hotmail.com. Et en terminant rapidement, Sarah, Hockey Luge Laval. Oui, Hockey Luge Laval. Donc, comme le nom l'indique, Hockey Luge, donc offre des programmes de hockey sur luge. C'est offert à l'aréna Mike Bossy. Pour plus d'informations, vous n'avez qu'à communiquer avec le responsable. Il s'appelle Serge Racine à Hockey Luge Laval à commercial@hotmail.com. Donc, tous ces différents groupes et comités, associations pour les personnes ayant un certain handicap ou des difficultés, tout ça dans les sports, bien, c'est une belle initiative et tous ces groupes-là sont situés à Laval. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui se passent à Laval. Il faut seulement ouvrir les yeux. Bien, merci, Sarah. Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Depuis plus de 35 ans a lieu à chaque année la journée de formation des bénévoles et cette journée a lieu le 23 novembre prochain au campus de l'Université de Montréal à Laval pour nous en parler du service de communication de la Ville de Laval, Stéphanie Gadet. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors c'est quoi cette journée de formation des bénévoles? C'est une journée qu'on organise pour remercier un petit peu les bénévoles qui travaillent avec nous très ardument durant toute l'année dans les presque 600 organismes qui sont affiliés à la Ville. Donc pour leur dire un petit merci, bien, on leur organise des ateliers. On a en tout une quinzaine d'ateliers, puis on les encourage à s'inscrire puis à venir passer la journée avec nous pour leur donner des nouveaux outils durant leur prochaine année. Ça change. Le milieu change. Il y a des moyens de communication différents. On pense entre autres à LinkedIn. Oui. Entre autres, les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une nouvelle réalité pour les organismes communautaires. Tout à fait. C'est sûr que nous, on essaie de les intégrer, par exemple, dans le cours de communication et promotion. On a eu l'année passée comment démystifier les médias sociaux. Donc, les gens qui sont intéressés un petit peu plus par ça peuvent venir suivre ces ateliers-là. Sinon, mais il y a toujours la même majorité des ateliers qui couvrent la gestion des employés, des bénévoles, le financement, comment organiser au niveau de la comptabilité. On a même des cours de premiers soins qui sont offerts. Donc, c'est vraiment, on couvre un vaste champ d'intérêt pour nos bénévoles. Au début, c'était surtout des professionnels du bénévolat, je dirais, ou en tout cas, les dirigeants des organismes. Puis maintenant, c'est un peu tout le monde qui peut y aller. Oui, bien en fait, on dirige cette journée-là pour plus particulièrement nos bénévoles. Mais quelqu'un qui voudrait devenir bénévole est le bienvenu aussi à venir passer la journée avec nous. Donc, pour quand même la mince somme de 10 $, on couvre le déjeuner, les collations, le dîner, un cocktail. Puis, on finit toujours la journée avec un conférencier. Donc, puis on est... Cette année, c'est Dave Morissette? Oui, Dave Morissette qui va venir nous parler un petit peu, je pense, de comment aller chercher un peu un plus grand public, pardon. Donc, au niveau de l'écoute dans certains événements, par exemple. Bon, il y a 600 organismes, mais combien de gens vont se présenter à cette journée de formation? On a plus ou moins 250 personnes à chaque année qui sont présentes. Donc, on a des gens que ça fait plusieurs années qui reviennent et qui suivent encore le même cours et qui sont très contents. On a des nouveaux arrivants qui viennent découvrir un peu qu'est-ce qu'on a à offrir. On a des jeunes mamans avec des bébés qui arrivent avec leurs bébés, qui passent la journée avec nous. On a des personnes plus âgées. On a vraiment de tout. C'est une journée qui est super enrichissante, vraiment. En plus, c'est à côté du métro. Oui, donc tout à facile fait. de s'y rendre. Ça fait 3 ans qu'on est maintenant au campus de l'Université de Montréal à Laval. Précédemment, c'était fait au Collège Montmorency. On est pas mal contents de nos nouvelles installations.
conditions. Les locaux sont vraiment très confortables. Puis ça a quoi comme incidence sur, je dirais, tout l'organigramme des organismes ici à Laval que d'avoir ces journées de formation-là? Ça donne quoi de plus? Bien, je pense qu'en leur offrant ça, on leur offre un petit levier qui leur donne peut-être un petit coup de pouce dans leur année, dans leur organisation de leur propre travail au niveau du bénévolat, par exemple, dans l'organisme dans lequel ils travaillent. Je pense qu'ils viennent se chercher des ressources aussi quand même intéressantes. Il y a du réseautage aussi à faire oui, là. tout à fait. Donc, je pense que ça va quand même assez chercher ce que les bénévoles ont besoin dans leur année. Ça leur donne une petite motivation de plus. Puis une bonne tape dans le dos pour leur dire merci. Oui, tout à fait. Ils sont très contents. Puis nous, ça nous fait très plaisir à la Ville d'organiser cet événement-là. Parce que qu'est-ce qu'on serait si on n'avait pas tous ces organismes-là maintenant? Bien, disons qu'on compte beaucoup sur tous les bénévoles qui travaillent dans tous nos organismes. Je parle de la Ville de Laval, mais je pense qu'à la grandeur, je dirais, planétaire, là, les bénévoles, c'est les gens qui nous donnent quand même un petit coup de pouce quand on en a besoin. Alors, on peut faire aussi une demi-journée si jamais on est trop occupé cette journée-là du 23 novembre. Oui, il y a des organismes qui envoient 2 personnes, par exemple. On en a envoyé un le matin et un l'après-midi. On a eu quelques ateliers de demi-journée. Puis, par contre, la majorité des ateliers, c'est les journées complètes. Alors, c'est donc le 23 novembre. Dave Morissette, juste pour vous le rappeler, qui va être le conférencier. Puis juste pour ça, ça vaut le déplacement. Bien, déjà, certainement. Là. Il est tellement drôle et tellement motivant. La date limite, c'est le 8 novembre pour s'inscrire. Comment est-ce qu'on fait ça pour s'inscrire? Vous pouvez vous inscrire. Si vous êtes dans un organisme, souvent, ils ont reçu les dépliants. Okay. Sinon, vous pouvez aller sur le site web de la Ville de Laval, qui est le www.laval.ca. Journée de formation des bénévoles, vous allez avoir le dépliant, vous allez pouvoir vous inscrire. Sinon, vous pouvez téléphoner. Si vous êtes vraiment mal pris, vous téléphonez au 311, puis ils vont vous donner les indications comment faire pour vous inscrire par téléphone aussi. Puis si vous êtes bon avec Internet, puis je le sais, je l'ai essayé ce matin, là, vous allez sur laval.ca. Ensuite, vous allez cliquer sur l'onglet organismes et bénévoles. Puis ensuite, vous allez sur information pour les organismes lavallois. Vous allez voir, il y a la journée de formation avec tous les détails. Alors, c'est donc le 23 novembre au campus de l'Université de Montréal à Laval. C'est simple. Puis c'est quoi? C'est toute la journée? C'est de 9h jusqu'à... C'est de 9h à 16h à peu près. OK, ça c'est bien. Comme ça, on revient à la maison. Oui, c'est ça. Numéro de téléphone supplémentaire, on a parlé du 311, mais sinon, il y a le 978-8000 dans le 450. Alors, 978-8000 pour cette 36e journée de formation. 37. 37, je l'ai manqué. Cette année, OK, oui. on est rendu à 37. Merci Stéphanie Gadet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du 27 au 29 novembre prochain aura lieu au Centre de congrès Palace à Laval les premières journées du Sénégal au Canada. Pour nous en parler, nous recevons la présidente de gestion KSMG et éditrice du magazine L'Opale, et elle organise d'ailleurs cette grande rencontre, Hadi Sow. Bonjour Hadi. Bonjour Rémi. Ces journées du Sénégal au Canada, ça sert à quoi? C'est une façon de mettre en contact des investisseurs et des entreprises canadiennes, québécoises particulièrement, lavalloises, de la région de Laval, des Basses-Laurentides, de la grande région de Montréal aussi, mais l'événement se passe à Laval, avec des entreprises, des institutions sénégalaises qui vont faire le déplacement. Et ça va être un forum d'affaires, un salon de l'investissement. Puis, on finit par une soirée de gala pour faire découvrir la culture sénégalaise aux Lavallois. On ne connaît pas beaucoup le Sénégal. On connaît les Sénégalais parce qu'ils sont très colorés, très chaleureux. Et c'est quoi l'avantage d'aller investir au Sénégal en ce moment? C'est un pays stable, c'est un pays qui se construit. C'est un marché, c'est 13 millions d'habitants, mais ça donne accès à un marché de 70 millions, qui est le marché de l'UMOA. Ça donne aussi accès au marché de la CEDEAO, qui est un marché de 200 millions d'habitants. Donc, l'intérêt vers l'Afrique est de plus en plus constant. Donc, on se rend compte que le prochain continent, c'est l'Afrique. Le prochain continent émergent, c'est l'Afrique. Puis il faut y être. Et moi, si je suis en affaires, est-ce qu'il y a des produits qui sont plus, je dirais, de niche pour l'Afrique ou tout est intéressant? Actuellement, tout est intéressant parce que c'est un continent qui se construit. Mais je dirais qu'il y a beaucoup d'intérêt vers l'énergie. Il y a une grande demande en matière d'énergie au Sénégal. Tout ce qui est de la construction, dans le domaine des services, l'accompagnement institutionnel, il y a beaucoup de choses à aller chercher au Sénégal. Beaucoup
partenariat à développer entre le Québec et le Sénégal, surtout que nous avons le français en partage. C'est vrai. La langue première, c'est le français. C'est le français, exactement. Et la main-d'œuvre là-bas, elle est comment? Elle est très qualifiée. Il faut dire que le Sénégal a quand même beaucoup misé sur l'éducation. Les ressources humaines sont de qualité, beaucoup sont formés à l'étranger et ceux qui sont formés à l'intérieur du pays sont aussi très bien formés. Il y a une expertise quand même à développer, il y a beaucoup de formation, de formateurs à faire, d'amélioration et là le Québec aussi peut apporter beaucoup. D'ailleurs, lors de la dernière mission du ministre Jean-François Lisée au Sénégal, il y a eu des accords entre l'ENAP et l'ENA, qui est l'École nationale d'administration du Sénégal. Qu'est-ce qu'on a en commun, nous, les Québécois et les Sénégalais? Le français, d'abord, l'amour du français, beaucoup. On a aussi la chaleur, je pense, beaucoup de chaleur humaine qu'il y a. Des valeurs en commun, comme l'amour de la famille. Ce qui fait que je pense que beaucoup de Sénégalais se sentent très intégrés ici, se sentent chez eux, parce qu'il y a moins d'individualisme au Québec qu'ailleurs en Occident. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux à aller investir au Sénégal en ce moment? Exactement. Il y a beaucoup d'incitatifs qui sont mis en place par l'État sénégalais. Il y a eu un accord de protection des investissements qui a été développé. Il y a aussi le fait que actuellement l'État sénégalais a mis en place un fonds souverain d'investissement pour aider l'investissement direct au Sénégal. Donc l'État se mettrait aux côtés d'investisseurs stratégiques, de partenaires qui seraient intéressés à venir au Sénégal. Parlons plus particulièrement de ces journées du Sénégal, parce que ça doit certainement interpeller bien des gens. D'abord, il y a le mercredi soir, il y a un cocktail. Oui, un cocktail de bienvenue. Donc là, on jase. Voilà. On découvre. On découvre les membres de la délégation, on découvre la gastronomie sénégalaise, on découvre l'accueil, la fameuse teranga sénégalaise, parce que là, c'est le Sénégal qui reçoit ce jour-là. Et le lendemain, là, c'est une grosse journée le lendemain. Oui. C'est des forums, des conférences? Exactement, des conférences sur l'économie numérique, parce qu'il y a tout un enjeu au Sénégal sur l'économie numérique. Il y a de grands projets qui tournent autour. Il y a la création d'une cité numérique. Qui va être en place, qui est un site déjà identifié, puis beaucoup de projets à développer qui peuvent interpeller des partenaires québécois, canadiens aussi en général. Il y aura un forum sur les collectivités locales. Il y a des villes qui vont venir participer, qui vont présenter les spécificités des collectivités locales, puis l'intérêt à aller investir directement dans ces collectivités locales-là. On va parler aussi d'agrobusiness, d'agriculture, d'élevage. Il y a le réseau des agriculteurs et éleveurs du Sénégal qui va être là. Puis voilà, essayer de voir comment on peut faire des links avec le réseau qui est là. Vous parlez de réseau. Est-ce que le réseau Internet est bien développé là-bas? Exactement. Donc, si je fais affaire, je peux rapidement avoir toutes mes communications. Oui, les routes, ça a l'air de quoi? Les télécoms sont très développés. Vous savez, pendant longtemps, la France a été un grand partenaire. Ça l'est toujours d'ailleurs, un grand partenaire. Puis le réseau Orange est très, très développé. Puis il y a d'autres réseaux aussi. En matière de télécom, il n'y a vraiment pas de souci à se faire au Sénégal. Les routes, des infrastructures sont en place. Actuellement, il y a la mise en place de l'autoroute de contournement de la capitale qui était quand même très enclavée. Il y avait juste une voie de sortie. Voilà, donc, et ça, ce sont des grands projets qui peuvent aussi intéresser beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'infrastructures à développer au Sénégal. C'est un pays qui se construit. Oui. Et c'est un pays qui est bordé par l'océan Atlantique. Exactement. Ça doit être magnifique là-bas. C'est magnifique, puis c'est très accessible. Quand on dit bordé par l'océan Atlantique, ça veut dire une liaison maritime qui se fait très, très vite. Liaison aéroportuaire aussi. On est à 7 heures de l'Amérique en avion. Et on espère que ce qui a été annoncé, une liaison Dakar-Montréal, va se faire. Puis là, je vais parler de votre soirée, Opal pour la diversité. C'est votre magazine, Opal? Oui, Opal, c'est mon bébé. Et là, vous allez organiser une soirée, vous allez nous faire découvrir toute la culture sénégalaise. Une partie de la culture, oui, c'est parce qu'elle est très, très riche. La culture sénégalaise, on va découvrir une partie de la culture, la richesse culturelle sénégalaise, la diversité aussi. Parce que c'est un pays, le Sénégal, mais c'est plusieurs cultures, c'est plusieurs langues, c'est plusieurs ethnies. C'est d'une richesse extraordinaire. Puis des gens qui cohabitent ensemble depuis très longtemps.
Soirée de gala avec défilé de mode, orchestre. Le vernissage. Voilà, c'est un vernissage, buffet, une soirée qu'il ne faut pas rater. Oui. 75 $ le billet, juste pour vous le mentionner en passant. D'ailleurs, on va apparaître au bas de l'écran. On va vous mettre au bas de l'écran. Stéphanie Lachance, qu'on peut contacter pour avoir les billets, c'est toujours vrai. Exactement, voilà. Alors, 514-893-7948. Sinon, il y a la page Facebook pour le Gala Opale de la diversité. C'est le début d'un temps nouveau. C'est sûr que ça va se répéter. C'est une très belle initiative de votre part. Je suis sûr qu'on a plus que des atomes crochus. Ça va bien fonctionner. On a tant de choses en commun. En commun, exactement. Ouais. Merci, Hadi. Merci beaucoup. Notre invitée est une femme d'affaires qui réussit très bien, mais qui s'implique aussi de façon très marquée au niveau de sa société, au niveau social et communautaire. C'est elle qui est la fondatrice d'un magazine web et réseau social vraiment extraordinaire qui a pour nom mamanpourlavie.com. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Marianne Chenaille. Bonjour, Marianne. Bonjour, Monsieur Rémy. Je suis content de vous rencontrer. Moi de même. J'ai eu le temps de surfer sur votre magazine web, sur le web, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça vous vient d'où cette idée-là de Maman pour la vie? Bien, disons que le projet Maman pour la vie, c'est vraiment un projet de cœur. Je suis moi-même maman de 4 enfants. Et puis, rapidement, si on retourne il y a 10 ans, parce que Maman pour la vie... Oui, tout à fait, l'année prochaine, en 2014. Disons qu'en 2004, il y avait peu de sites qui traitaient de la maternité. Il y avait déjà l'arrivée des grands portails, mais un site niché qui ne parlait que de maternité, grossesse, petite enfance, autre que les sites gouvernementaux. Il y avait à peu près rien qui existait. Je me suis à l'époque inspirée des sites européens. En France, c'était déjà bien établi. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un site d'information où on retrouverait une information propre à ce qu'on vit ici au Québec, les ressources, et aller vraiment creuser dans les champs d'intérêt pour pouvoir outiller les parents. Parce que c'est aussi un réseau social, et on l'a dit. Donc, si on cherche quelque chose, on va le trouver, là. Oui, tout à fait. Il y a des liens qui nous amènent ailleurs. Oui, tout à fait. On a une portion qu'on appelle beaucoup plus magazine. Donc, on est en édition magazine, l'équivalent d'un magazine papier. Donc, à tous les lundis matins arrive une nouvelle version de Maman pour la vie avec du contenu propriétaire. Donc, 4 journalistes qui écrivent pour nous à la semaine des articles qui ne se retrouvent que sur Maman pour la vie. Et naturellement, comme l'Internet et le Web nous le permet, avec l'arrivée des réseaux sociaux, bien, on a créé notre propre réseau social sur Maman pour la vie pour permettre aux mamans d'échanger et de se créer des groupes à l'intérieur du site pour pouvoir vraiment valider et échanger sur des sujets qui entourent la maternité puis la famille. C'est une entreprise lavalloise, Maman pour la vie. Tout à fait. Écoutez, je suis lavalloise, j'habite Laval et on s'est établi il y a 3 ans au Centropolis. Donc, nos bureaux sont au Centropolis de Laval. On compte maintenant 14 employés à temps plein et puis on est bien fiers là, de pouvoir exploiter notre entreprise puis créer de l'emploi aussi à Laval. Puis c'est devenu international parce que maintenant, il y a motherforlife.com. Donc, la version anglaise de mamanpourlavie.com. Tout à fait. La version anglaise est arrivée en 2010. Naturellement, on s'est bien assis au cours des premières années en français pour pouvoir avoir beaucoup de contenu. Le moteur de recherche et la demande ont fait leur travail. Donc, depuis 2010, la version anglaise existe sous l'appellation Mother for Life. Donc, on est maintenant vraiment un site bilingue et qui couvre le Canada et le monde en entier parce qu'on sait très bien qu'Internet nous permet de rejoindre la planète. Le monde, absolument. Oui, tout à fait. Il y a quoi comme profil, la clientèle de Maman pour la vie? C'est bien sûr surtout des femmes, j'imagine? Oui, tout à fait. Bien, c'est surtout des femmes, mais ce qu'on se fait dire, c'est que souvent, les mamans vont initier la recherche, amener le site en page d'accueil pour pouvoir le passer au papa après. C'est un naturel chez la maman de vouloir s'informer, mais après ça, il passe l'info aux grands-parents et aux parents et au papa principalement. Mais je vous dirais qu'on est à 90% vraiment dans un profilage femme. Chose intéressante au fil des 10 dernières années, c'est qu'on a vu le profil de la maman rajeunir. Donc, avant, on était dans un profil de femme 25-45 et maintenant, on est dans un nouveau profil de maman de 23 à 42 ans. C'est la technologie ou c'est parce que les femmes ont des enfants plus jeunes maintenant? Je pense qu'il y a un peu des deux, mais définitivement, les mamans ont rajeuni. Je pense que l'arrivée des programmes sociaux, la conciliation famille-travail et l'allongement du congé de maternité de 12 mois
profite beaucoup aux femmes de pouvoir arrêter parfois des études, des bacs en cours pour pouvoir se donner le goût de vivre une maternité et reprendre après, par exemple. Et vous avez combien de clics par semaine? C'est-tu trop indiscret de le Non, demander? non, pas du tout, fièrement. Vous allez être fière. OK, oui, oui, allez-y, tout à oui. fait. Bien, au niveau des statistiques, on est à plus de 600 000 visiteurs par mois chez Maman C'est pour la vie. beaucoup, là. Naturellement, là, ça inclut et ça englobe toutes les statistiques internationales, mais fièrement, au Québec, on a plus de 400 000 visiteurs uniques, environ 1,5 million de pages lues et consultées. Donc, on a développé une marque très fidèle auquel les utilisatrices et les Québécoises sont très, très fidèles. Je pense que l'intérêt est là et puisqu'on amène du contenu qui est mis à jour à toutes les semaines, c'est d'autant plus intéressant pour eux de revenir de semaine en semaine nous visiter en plus de pouvoir échanger sur le réseau social. Et les sujets les plus chauds? Bien, c'est définitivement, je vous dirais, au cours des dernières années, l'infertilité a pris beaucoup de... tout le désir d'avoir des enfants, comment on peut s'y prendre et tout ça. Mais la conciliation famille-travail demeure un enjeu très important. Comment réussir à passer au travers de ces semaines et d'assurer là, une meilleure éducation avec toutes les ressources qui sont mises à notre disponibilité. Je pense que les parents sont de plus en plus soucieux de vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes à travers leur expérience de parents. Il faut que je parle absolument du Gala de la robe rouge. Oui, la semaine passée. Marraine d'honneur. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Disons que j'ai eu le bonheur d'avoir été invitée en tant qu'ambassadrice au Gala de la robe rouge, qui était organisé mercredi dernier pour la Fondation des maladies du cœur. Il y a un an, il m'est arrivé des petits ennuis de santé qui m'ont amené à découvrir que j'étais atteinte d'une malformation cardiaque congénitale et qui va m'amener à devoir subir une opération à cœur ouvert prochainement. Ça change les vies, ça. Ça change une vie et disons que par souci de vouloir savoir et comprendre bien ce qui m'arrivait, je me suis impliquée. J'ai eu le bonheur de rencontrer les femmes qui sont derrière l'organisation de la région de Laval qui ont mis sur pied ce magnifique gala. Et puis, ça a été une très belle expérience de pouvoir à la fois ramasser des fonds, naturellement, mais aussi de pouvoir s'impliquer et sensibiliser les gens. C'est pas votre seule implication. Il y a aussi mamandelespoir.org. Oui. C'est tellement touchant ce que vous faites, vraiment, Marielle. Oui. Bien, disons que je pense que quand on devient maman puis qu'on a le bonheur et surtout la chance d'avoir 4 enfants en santé, on se sent un peu redevable. Et puis, par des implications dans ma famille auprès des enfants qui ont le cancer, j'ai observé durant les 15 dernières années que très souvent, les mamans sont celles qui sont derrière et au chevet de leurs enfants à travers les problèmes de santé qu'on peut traverser par le biais de nos enfants. Et très souvent, ce sont elles qui sont oubliées à travers la maladie. Donc, à travers les Mamans de l'espoir, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment créer un fonds dédié pour prendre soin des mamans qui ont des enfants atteints de cancer. Ça veut dire quoi comme soin? C'est quoi? C'est faire le ménage à la maison pendant qu'elle est Ça peut aller tout simplement, oui, à de l'aide ménagère, mais aussi à leur offrir du temps privilégié pour aller en week-end de ressourcement, pour avoir les sous pour se payer peut-être des consultations en psychologie ou en accompagnement. Donc, c'est un fonds dédié qui nous laisse la latitude, étant donné qu'on est une petite organisation rattachée à une petite fondation. Donc, on a la latitude de pouvoir personnaliser selon les besoins des mamans. Et tout ça est possible grâce à un modèle qui est très simple, c'est-à-dire vous pouvez aller sur le site et vous procurer un bracelet symbolique. Un bracelet symbolique qui va être renouvelé à chaque année au coût de 40 $ qui nous permet finalement d'amasser les fonds pour créer ce fonds dédié et redonner aux mamans par la suite. mamandelespoir.org. Tout à fait. Autre adresse, bien sûr, mamanpourlavie.com, motherforlife.com. Ben, écoutez, tout le succès pour l'année 2014 parce que vous allez encore continuer à, bien sûr, vous impliquer avec tous ces organismes-là. Oui, définitivement. Puis aussi au niveau de votre santé. Parfait, je vous remercie beaucoup. Merci, Marie. Au plaisir. Merci. Aujourd'hui, pour la chronique Art et spectacle, on reçoit en studio un bluesman qui n'est pas si nouveau, mais quand même qui a été propulsé à l'avant-scène l'année dernière lors de son passage à la populaire émission La Voix. Vous pourrez l'entendre à Laval le 8 novembre prochain au Théâtre Marcellin Champagnat. C'est Brian Tyler qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Brian. Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui en studio. Un plaisir. Et comme je le disais, hein, bon, on vous a vu, on vous a été propulsé avec cette émission, ce passage-là, l'émission La Voix. Oui. Mais quand même, hein, il y a plusieurs personnes qui pensent que vous êtes né comme ça chanteur l'année passée. C'est vrai, c'est quand même assez spécial parce que, c'est comme je dis souvent, la voix a réussi en 90 secondes, ce que je n'ai pas été capable de faire en 16 ans. En 16 ans. Ben, c'est ça, parce que le blues, c'est quelque chose qui vous habite quand même depuis de nombreuses années, là, quand même depuis longtemps. Oui, je me fais souvent poser la question, pourquoi tu as choisi le blues? C'est pas ça. C'est l'inverse, non? C'est l'inverse. Ouais, c'est le blues qui m'a choisi. Et puis, pour déjà, moi, avec le corps, hein, la stature, la voix, déjà. De toute façon, pour moi, c'est une suite logique à ma vie. Je suis un gars qui vit beaucoup ses passions, qui vit énormément ses joies et ses peines. Et puis, pour faire le blues, pour moi, c'est une zone de confort. J'aime ça, faire des spectacles. J'aime ça, me retrouver devant les gens puis de raconter mon histoire. Alors, c'est vraiment le fun pour moi. C'est ça, de raconter, parce qu'autant vous chantez, bien sûr, vous composez aussi les chansons, c'est pas juste des reprises. Oui, effectivement, je compose. Même, je suis actuellement en composition. Je suis en train de travailler sur 2 albums. 2 albums en simultané? Oui, Ah ouais? oui, Okay. effectivement. Je suis parfaitement bilingue et puis... on m'a reproché une couple de fois de ne pas chanter en français. Ouais. Alors, je me suis donné le défi de composer en français. J'ai une tonne de sortie que j'ai composée, en premier, j'ai composé la tonne, je regardais ça, je dis, pas tout à fait exactement ce que je veux. Par contre, ça m'a donné le goût de continuer à composer en français. Peut-être plus difficile, peut-être moins naturel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de blues en français quand même. Non, on est même un peu en retard. Québécois, ouais. Exactement, on est un peu en retard dans le blues en français. Je pense que le dernier album de blues en français qui est sorti au grand public, c'était Offenbach il y a 25-30 ans. Ah ouais, c'est ça. Oui. Pourquoi? Ben, peut-être parce qu'on l'associe à ses racines américaines et tout ça. On se dit c'est plus facile de composer. Oui, effectivement. Avec les mélodies. C'est beaucoup plus facile de composer du blues en anglais. Ouais. Par contre, c'est un beau défi d'essayer de composer quelque chose qui peut être intéressant en français aussi. Donc, dans le spectacle, il y a du blues, bien sûr. Il y a aussi donc, des anecdotes, parce que je lisais dans le communiqué que c'était du blues et de l'humour qui s'entrecroisaient. Faites-vous des petits monologues? C'est drôle, pas nécessairement des monologues. Il y a le cours de bluesman que je vais donner aux hommes. OK. Ça ressemble à quoi, là? Comment apprendre à devenir bluesman? En fait, c'est une chanson que j'ai transformée de façon humoristique. Il faut voir le spectacle. Mais là, juste un petit... Oh non, je ne dévoilerai pas le punch. De toute façon, le cours de bluesman, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes? Oui. Mais le blueswoman, ça existe. Il y en a plein de blueswomen. D'ailleurs, il va en avoir des blueswomen sur la scène le 8 novembre. Effectivement, je vais chanter... avec Nanette Workman, wow! J'ai tellement hâte de faire le show. Carl Tremblay va être là. Mistissa, une fille qui est sur le circuit de blues depuis peu longtemps, mais elle essaie de percer, puis moi, j'aimerais ça lui donner un petit coup de main. Alors, Mistissa, donc une fille du Québec là, qui est sur la scène blues. Oui, elle arrive depuis très peu au Québec. Ça fait pas bien longtemps qu'elle vit au Québec. Mais elle essaie de faire son chemin. Et j'aimerais lui donner un petit bout de chemin avec moi pour se faire valoir, pour montrer ce qu'elle est capable de faire. Donc, ce spectacle-là du 8 novembre, ça s'appelle Brian and Friends. Donc, c'est sous la formule. Il y a 3 musiciens aussi, ou 4 musiciens qui seront sur scène aussi. Il y a 4 musiciens. 4 musiciens sur scène. Jean-Philippe Comeau à la guitare. 23 ans, extraordinaire, mais vraiment quelque chose, ça vaut la peine. Il y a Michel Haynes sur le clavier, incroyable. Sur le clavier, pas seulement en tant que musicien, mais visuellement, ce gars-là, ça vaut la peine de se déplacer pour voir ça. Sébastien Meyer à la base, plus solide que ça, c'est bien difficile. Puis à la batterie, j'ai... C'est un petit jeune. Un petit jeune il est autodidacte. Ah ouais. Il n'a jamais pris un cours de drum de sa vie. Ça fait à peine 1 an qu'il joue du drum, puis il a seulement 17 ans. Puis il joue dans un des bands de blues les plus populaires au Québec aujourd'hui. Ça rentre dedans, là. Ah ouais. Il faut voir le show. Comment s'appelle, lui? Il s'appelle Marc-Antoine Brady.
vraiment spécial. Ah oui, à voir, certain. Donc ça, c'est ce spectacle-là. Il y aura un autre, on en reparlera, nous, en janvier aussi. Vous serez de retour à Laval aussi pour un autre. Ce sera une autre formule, peut-être? Ou ça va être... Oui, j'ai 3 formules qui roulent en ce moment. Il y a Brian and the Blue Storm, qui est les membres de base de Brian and the Blue Storm. C'est les musiciens dont on vient de parler. Les musiciens dont on vient de parler. Il y a Brian Tyler and Friends. Dans le fond, c'est les musiciens de Brian and the Blue Storm, moi, et des amis que j'invite, des invités spéciaux. Et j'ai un petit cadeau pour les gens qui aiment Brian and the Blue Storm. C'est Brian and the Big Blue Storm. Okay. Avec la section de cuivre, back vocal, un gros show. Quelque chose de bien intéressant. Big Ben. Et ça, on pourra le voir? On a plusieurs shows qui s'en viennent. Je pense que celui qui est le plus près, c'est le 6 décembre à la salle Naya à La Chute. Il va avoir le spectacle de Brian and the Big Blue Storm. Oui, Big Blue Storm. La Chute, il faut en parler, c'est maintenant votre ville d'adoption aussi. Oui, effectivement. Je ne sais pas si c'est moi qui ai adopté La Chute ou si c'est eux qui m'ont adopté, mais je suis là pour de bon. Vous devez être fiers, en tout cas, de La Chute en ce moment. Là. Je suis fier d'être à La Chute, toi aussi. Puis on pourrait en parler encore beaucoup, parce que vous avez créé le festival La Chute en blues aussi. Oui, effectivement. Je suis assez impliqué dans la région. Il y a le Festival de la Chute en blues, j'ai une pourvoirie de pêche à la glace, BT Service, Brian and the Blue Storm. J'invite les gens aussi à se procurer cet album-là qui a l'air neuf, mais que vous aviez sorti il y a 2 ans. Oui, effectivement. Brian Taylor, Back on Track. Mais là, on peut dire c'est vrai, hein? Back on Track pour vrai. C'est vrai, oui. Ça roule pour Brian Taylor. Effectivement. Quand j'ai écrit la chanson Back on Track, je rêvais un jour de faire un spectacle qui partirait en tournée avec mon orchestre et tout ça. Et c'est drôle parce que j'écoute les paroles de la chanson que j'ai écrite bien avant. Et ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est exactement. C'est comme si je voyais dans le futur avec cette chanson-là. En tout cas, on va aller Back on Track. On va aller vous voir donc le 8 novembre au Théâtre Marcellin Champagnat pour Brian and Friends, Brian Tyler and Friends. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Oh yeah. Merci beaucoup. On va attendre la leçon de blues. Oh yeah. Merci. Merci à toi. Aujourd'hui, je reçois le conseiller en gestion et en transition de carrière, M. Claude Rivet. Bon matin. Bonjour. En fait, vous travaillez pour l'association Midi 40. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la mission de cet organisme-là? Alors, la mission de Midi 40, c'est un organisme qui est voué au développement de l'employabilité. C'est-à-dire qu'on accompagne les gens dans des projets de recherche d'emploi pour faire en sorte que ces gens-là puissent retourner sur le marché du travail le plus rapidement possible, puis en même temps obtenir un emploi le plus rapidement possible. Alors, c'est une spécialité qu'on a développée aussi. Oui, parce que vous travaillez avec des personnes de 45 ans et plus. Voilà. C'est quoi les services que vous leur offrez? Alors, tous les services dans l'ensemble qui concernent l'employabilité, c'est-à-dire qu'au départ, on va essayer de vérifier quels sont les besoins. Pour ça, on a des outils. Alors, on peut utiliser des bilans, des tests pour savoir quel est le profil de la personne. Dans d'autres situations, pour des gens qui savent clairement ce qu'ils veulent faire dans la vie, il y a un parcours qui peut être un petit peu plus rapide, où à ce moment-là, on va parler de prospection, on va parler de gestion des entrevues, on va aussi développer tous les outils qui sont nécessaires, c'est-à-dire le CV, la lettre de présentation. Alors, on va faire en sorte que cette personne-là soit bien équipée pour faire sa recherche d'emploi dans notre marché. Donc, selon les besoins, vraiment, vous les accompagnez de A à Z. Et vous avez parlé de profils. Est-ce qu'il y a des profils qui reviennent plus souvent, des domaines d'emploi qui reviennent plus souvent là, chez les personnes que vous aidez? Bien, il y a des facteurs, évidemment. Quand il y a des secteurs d'activité qui sont en déclin, on parle de certains secteurs types qui ont été inventoriés. Oui, ça arrive à ce moment-là qu'on reçoive plus de gens dans la même profession. Mais outre ça, ce qu'on constate, c'est que toutes professions confondues, ce sont des chercheurs d'emploi. Alors, il peut y avoir des travailleurs manuels, il peut y avoir des gens en soutien administratif, des adjointes administratives, des commis à la comptabilité, comme il va y avoir du personnel cadre et des gestionnaires aussi. Quand il y a des réformes dans des entreprises, des restructurations ou encore des fusions d'entreprises, indistinctement, toutes les professions sont touchées.
Et sur votre site Internet, ce que je trouvais assez comique, c'est que vous comparez la mise en valeur des compétences à des arts martiaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'analogie? Cette analogie vient de notre directeur général, M. André Etu. Je vais vous l'interpréter comme je le vois. Je vais lui laisser à lui le soin de peaufiner sa réflexion. Mais comme je le vois, on peut faire une analogie avec tous les arts martiaux parce que ça nécessite beaucoup de ténacité, beaucoup de perspicacité. C'est pas quelque chose qu'on fait rapidement. Et aussi en termes de pensée. On ne peut pas se présenter dans les arts martiaux en pensant qu'on n'a pas ce qu'il faut. Alors, l'adversaire gagnerait automatiquement. Il faut absolument penser qu'on a tout ce qu'il faut pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire gagner un match, gagner un échange. En recherche d'emploi, c'est un peu la même chose. Alors, il faut avoir une pensée qui est positive et constructive, qui va nous permettre d'être à notre meilleur dans un contexte qui n'est pas toujours facile en recherche d'emploi. Oui, dans le fond, notre pire ennemi, c'est un peu nous-mêmes. Tout à fait. Vous avez bien raison. Nous sommes limités à nos pensées, malheureusement. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'être bien accompagné dans un contexte de recherche d'emploi. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir cheminer tranquillement pour développer les bons outils qui vont nous être utiles en recherche d'emploi, pour atteindre notre cible le plus rapidement possible. Et vous avez parlé justement de patience, du temps que ça prend trouver un emploi. Combien de temps, en moyenne, ça prend aux personnes à se trouver un emploi, les personnes qui viennent vous voir? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de variables. On peut lancer un chiffre comme ça, plus ou moins 12 semaines, c'est ce qu'on voit. OK, donc 3 mois? À peu près, pour les gens qui s'investissent. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus long et pour d'autres, ça va être aussi plus court. Quand on parle d'une moyenne, ça veut dire que c'est à mi-chemin entre les deux. Oh oui. Alors, ça dépend de la difficulté reliée à un secteur d'activité. Ça dépend aussi de la personne qui s'investit. Et quand vous dites le domaine et quelqu'un qui s'investit, qu'est-ce qu'on entend par investissement? Ça veut dire y consacrer combien de temps par semaine là, à la recherche d'emploi? Vous savez, j'ai l'occasion de rencontrer plusieurs chercheurs d'emploi, et ce que j'aime leur dire, c'est que se trouver un emploi, c'est un travail en soi. J'ai une phrase type qui dit, bien, la recherche d'emploi, c'est un job en soi. Alors, quand on part avec cette pensée-là, évidemment, on va être assidu dans notre démarche de recherche d'emploi, puis on ne chutera pas à la moindre déception. Alors, si on compare dans le marché du travail, c'est pas de la tarte à tous les jours. Il y a des moments difficiles, puis on ne démissionne pas à tous les jours. Mais dans un contexte de recherche d'emploi, malheureusement, quand on n'a pas cette attitude-là, on a tendance à piquer du nez plus rapidement, à se démoraliser, à se décourager, puis à dire finalement, bien, il n'y a pas d'emploi, le marché n'est pas bon, on est en période de restriction, c'est la période de vacances qui débute. Alors ça, ce sont des prétextes extérieurs. Il faut oser se remettre en question aussi. Oui. Et selon vous, avoir 45 ans et plus, se chercher un emploi, c'est un avantage ou un handicap? Vite fait comme ça, je vous dirais que les chercheurs d'emploi prétendent que c'est un handicap. Dans les faits, moi, je pense que c'est au contraire une force. Une force parce que non seulement dans la profession que les gens ont exercée, ils ont développé davantage de compétences, surtout ceux qui ont eu la chance de changer d'emploi, ils ont cumulé différentes expériences qui sont profitables. Mais vous savez, plus on avance dans le temps, plus on est riche en sagesse, en expériences diverses, qui fait qu'on est recherché par les employeurs aussi, contrairement à ce qu'on peut penser. Oui. Et c'est un peu drôle comme question, là, mais est-ce que vous conseillez au monde de se chercher un emploi chez eux ou d'aller dans un café ou de sortir de chez eux? Question que ça ressemble le plus possible à un vrai travail? Moi, d'emblée, je vous dirais que la meilleure méthode, c'est de se structurer. Si vous êtes capable d'être discipliné dans le sous-sol chez vous, isolé, bien, tant mieux pour vous. Mais règle générale, c'est pas ce qui est le plus profitable. On se rend compte que les gens qui sortent de l'isolement, qui vont chercher des services spécialisés selon leurs besoins, ont beaucoup plus de résultats. Parce qu'il y a une dynamique qui est créée autour de ça. Vous savez, ce que moi j'ai dans ma tête, c'est une chose, mais si on s'unit ensemble, il va en avoir beaucoup plus de contenu, puis on va peut-être être en mesure de régler des problèmes plus rapidement. Il y a des choses que vous allez voir que je ne vois pas tout seul. Alors imaginez-vous si on multiplie ça dans un groupe. Le partage d'informations, le réseautage, l'expertise, tout ça, c'est multiplié par autant de participants. Et ça peut être une énergie positive pour moi. Oui, effectivement. Donc, il faut briser l'isolation, aller vers les autres et si on a un ami qui cherche un emploi comme nous, se tenir avec lui. Est-ce qu'il y a, arrêtons, un top 3 de conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui cherche un emploi?
Ben oui, effectivement, on en a parlé sommairement, sortir de l'isolement, être accompagné. Vous savez, dans un contexte d'emploi, normalement, on n'a pas tendance à se décourager aussi rapidement quand il arrive une difficulté ou une bévue. En recherche d'emploi, c'est malheureusement très fréquent. Puis dans les faits, c'est tout à fait normal. Ça serait trop beau si le premier employeur qu'on va rencontrer nous donnerait un emploi. Ça serait utopique de penser que c'est toujours comme ça. Ça arrive, mais c'est pas toujours comme ça. En fait, c'est rarement comme ça. C'est rarement comme ça. L'autre chose, vous savez, je ne peux pas réussir ma recherche d'emploi si je ne me prépare pas. La notion de préparation est extrêmement importante. D'ailleurs, je réfère au quotidien qu'on a dans la vie et que la nature a aussi. Chaque saison se prépare tranquillement avant d'arriver à l'hiver ou avant d'arriver à l'été. Il y a des périodes intermédiaires. La nature se prépare. Et nous, quand on arrive en recherche d'emploi, le commun des mortels oublie cette notion-là et il arrive tel qu'il est. Malheureusement, ce n'est pas toujours une situation qui est profitable. Et donc, je pense qu'on peut se terminer, on peut se laisser, en fait, en se disant que ce qui est très important, c'est la préparation et la représentation de soi lorsqu'on cherche un travail. Tout à fait. Il faut apprendre à se connaître et à se mettre en valeur et à se promouvoir, bien sûr, en relation avec les besoins de l'employeur. Merci beaucoup, Claude Rivet. Ça a été un plaisir. Merci. Cette semaine, notre expert en cinéma, Nicolas Vincent Poirier, nous parle de la nouvelle comédie Bad Grandpa avec Johnny Knoxville, qui est devenu célèbre grâce au film Jackass et qui est sorti en salle le 25 octobre dernier. Bonjour, Nicolas. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, j'ai été voir la bande-annonce du film, vu que c'est de ce film-là dont tu nous parlais cette semaine. Et là, je suis un peu confuse. Pourquoi? Parce que ça a l'air vraiment d'un film scénarisé, mais en même temps avec des victimes, donc c'est improvisé. C'est vraiment bizarre, ce film-là. Très original, ça a l'air très drôle, très original, mais je me demandais si tu pouvais démystifier ça pour nous. Bien, premièrement, c'est Johnny Knoxville, la star de ce film-là, et c'est intéressant de savoir ses débuts. Oui, il a commencé avec Jackass, mais ce que les gens savent peut-être pas, c'est que Johnny Knoxville, c'est un gars qui voulait vraiment être un acteur. Il a été à Hollywood et il espérait vraiment percer dans le milieu, et finalement, rien ne marchait pour lui. Donc là, il fallait qu'il se trouve un plan B. Alors là, il y a eu l'idée de partir une série de vidéos pour tester de l'équipement d'autodéfense. Oh my, c'est quand même c'est quelque comme ça chose. que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé, mais au départ, c'était juste lui. Et là, tout à coup, il y a des gens qui travaillaient dans le milieu des magazines, dont Jeff Tremaine, qui, lui, travaillait dans des magazines de skateboard. Il a commencé à s'intéresser un petit peu plus à ce que Johnny Knoxville faisait. Et finalement, c'est de là que Jackass, l'idée est sortie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Jackass, c'est des gens quand même assez en forme. On veut dire qu'ils sont quand même dans la quarantaine aujourd'hui. Fou un peu aussi. Et ils font des choses que même moi, à 30 ans, j'oserais jamais faire, là. Et un de la gang, c'est Spike Jonze. Et lui, c'est le réalisateur du film, entre autres, Being John Malkovich, qui a été un grand succès que j'ai trouvé. C'est un de mes films préférés. Donc, c'est un gars qui a une tête sur ses épaules. C'est des gens intelligents. Sinon, ils seraient tous morts. Bon, il y en a un décédé dans la gang Jackass, mais c'est pas dû à un tournage. Et pour venir un peu à Bad Grandpa, si on a vu les 3 films Jackass, c'est un personnage qui revient régulièrement dans ces films-là. Et évidemment, c'est Johnny Knoxville qui est déguisé. Et c'est un film pipi-caca, là. On s'entend, il n'y a rien d'intelligent dans ce film-là, là. Donc, si on n'aime pas ce genre d'humour-là, ça ne sert à rien d'aller le voir. Mais en effet, c'est un film de sketch. Et un film de sketch comme ça, à moins que ce soit Jackass, il faut qu'il y ait une ligne directrice dans l'histoire. Donc, c'est sûr qu'ils ont écrit une base et qui ont été tournés des scènes en conséquence pour justifier chacun des sketchs. Mais les sketchs, par contre, ils sont réels. Et il y en a qui sont très drôles, il y en a qui le sont un petit peu moins. Moi, ça me rend mal à l'aise, Nicolas. Pourquoi? Ce genre de film-là, ça me rend mal à l'aise. J'aime pas les films où on prend des victimes, puis il y a des gens qui ont l'air ridicules. Moi, je suis pas confortable avec ça du tout. Ah, mais attends un peu. Jusqu'à quel point c'est des victimes? C'est ça qu'il faut se poser comme question, parce que dans un film comme ça, ce film-là a coûté 15 millions à faire. C'est pas beaucoup, 15 millions comparé à 250 millions pour le dernier James Bond. Mais par contre,
dans n'importe quel film, il y a des assurances. Évidemment, comme quand tu achètes une maison, n'importe quoi d'autre, il y a des assurances qui viennent avec. Évidemment, moi, si je suis l'investisseur, je fournis 15 millions pour le film, je veux avoir une certaine... D'autant plus pour un film comme ça, que là, c'est un coup de dé. Là. On ne sait pas si ça va être génial, là. C'est pas scénarisé. Donc, il y a une scène au début, bon, c'est dans un salon funéraire, et bon, il y a un faux cadavre. Et là, il y a des gens, bon, il y a des gens qui sont là, puis qui assistent à ça. Bon, à un moment donné, le cadavre tombe, puis Johnny Knoxville le prend, puis se met à danser avec. Ça, c'est dans la bande-annonce que j'ai vue, justement. Ça me rend mal à l'aise. C'est ça, mais ce qu'il faut que tu dises dans ce temps-là, c'est que, imagine qu'ils n'ont pas trié les gens, ils ont juste amené du monde, là, et bon, ils ont parti les caméras. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un fait une crise cardiaque parce que pour X raisons, le choc était trop gros? Ben oui, quand même. Il y a plusieurs moments comme ça dans le film. Les gens sont un peu, je ne veux pas dire triés, mais les gens doivent être avertis d'une certaine façon, tu sais. Viens, il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer, on ne peut pas te dire quoi, mais si ça revire drôle, c'est correct. Ça peut pas être un vrai enterrement, là, parce qu'on peut pas jouer avec ça, c'est pas drôle, tu sais. Mais non, c'est sûr que ça, c'était pas improvisé. Et comme, à un moment donné, une scène, c'est que, bon, pour ce qui est de l'histoire du film, bon, ça raconte l'histoire d'un monsieur de 86 ans qui décide d'amener son petit garçon chez son père. Et bon, ça, c'est l'histoire, c'est une espèce de road trip, et puis là, bon, il arrive plusieurs péripéties. Et à un moment donné, au début du film, bon, lui, il se dit, bon, ben, j'ai pas le goût de t'amener jusqu'à ton père, je vais juste te mettre dans une boîte, puis je vais t'envoyer par la poste. Tu sais, et là, il arrive au bureau de poste avec la boîte et le petit gars dedans. Mais ça... Qu'est-ce qui arrive si, je sais pas, un employé aurait, je sais pas, pris la boîte, l'aurait échappé ou n'importe quoi? Ça aurait blessé le petit gars. C'est qu'il y a des choses comme ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de problèmes. C'est sûr que les gens doivent être triés ou doivent être avertis d'une certaine façon, mais pas trop pour garder... Mais l'idée, c'est quand même de nous faire croire que c'était improvisé. Donc, j'ai l'impression parfois qu'avec des films comme ça, on me prend pour une imbécile. Tu comprends? Oui, je comprends. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est comme à la télé. Il y a beaucoup de sketchs à la télé ou même sur le web. Tu sais, on pense que c'est improvisé à 100% avec du monde comme ça dans la rue, mais il ne faut pas que tu prennes de chance quand tu parles d'un film avec un budget de 10, 15 millions de dollars. Et par rapport aux assurances, ça va plus loin que ça. Je prends comme exemple Robert Downey Jr. Bon, lui, il y a eu un passé tumultueux, disons. C'est ça, un gros boost dans sa carrière en 2008 avec le film Iron Man. Mais par contre, pourquoi il a passé des années sans qu'on le voie vraiment, même s'il était excellent des années 90? Bon, il y a eu un problème de drogue. Est-ce que son problème de drogue l'empêchait de jouer dans des films? Non, mais par contre, c'est pas un acteur qui est assurable. Qu'est-ce qui arrive s'il fait une overdose? Ah ouais. Qu'est-ce qui arrive? Là, tout à coup, ta star du film, elle est morte là, la moitié du film est complétée. Qu'est-ce que tu fais? Même chose pour Lindsay Lohan. C'est des acteurs très talentueux, mais qu'on peut pas se fier à eux, malheureusement. Hey, c'est plate parce qu'on aurait pu en parler pendant des heures, je crois, mais il nous reste peu de temps. Donc, Jackass Presents Bad Grandpa en salle maintenant. À voir un vendredi soir à plein prix ou mardi à 5$? Mardi à 5$. Ouais. Borat, c'est plus drôle. Si ça avait sorti avant Borat, ça aurait eu plus d'impact, je pense. Tu lui donnerais quelle note sur 5? 1 étant, mettons, Gravity et 5... 1 étant Gravity. Carrie 2, La Rage. Oh non, l'inverse. C'est 3,5, c'est en plein 3,5, milieu. OK, correct. Parfait. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Bien, ça termine notre émission. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous ne vous gênez pas. Il y a différentes façons pour communiquer avec l'équipe de Laval et compagnie. Tout d'abord par téléphone au 450-973-8005, par courriel à info@commercial-tvrl.ca et sur Facebook, tout simplement sur la page Facebook de Laval et compagnie. Bon, on va remercier nos invités qui se sont déplacés en studio. Et là, je pense entre autres à Stéphanie Gadet, il y a aussi Hadi So, il y a Marianne Chenaille, Claude Rivet et le sculptural Brian Tyler. Oui, tout à fait. C'est grand, ce gars-là. C'est fou, très imposant. Incroyable. Et nos chroniqueurs, Ghislain Plourde, Sarah Bibeau, Anne-Marie Kirouac, Marie-Hélène Chartrand et Nicolas Vincent Poirier. Celui qu'on appelle affectueusement NVP. Notre expert en cinéma. Exactement. Merci à
Manon Lemieux pour la recherche, de même que nos caméramans Daniel et Pascal qui sont derrière les caméras. Merci, les gars. Il y a aussi Alain Huppé pour la réalisation de cette émission. C'est déjà fini. Fanny Pilon, qui, grâce à elle, je suis présentable le matin. Toi, Éric, tu es toujours frais. Ben oui, bien sûr. Frais et dispo. Pas besoin de maquillage. Moi, c'est naturel, mon affaire. C'est ça. Bon, on a eu tellement de plaisir, on va reprendre ça la semaine prochaine. OK. Alors, le mot de la fin, n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui est important, pour qu'elle soit vibrante et vivante, ce sont les gens qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Laval et compagnie. Merci, Amélie. Merci, Éric. Bye, tout le monde.